Et bonjour à tous. Et du coup, euh, premier épisode de la série Quoi de neuf Docteur, qui est promis bien sûr à un bel avenir, ça sera pas du tout un flop. Euh, du coup, pourquoi faire cette série et qu'est-ce que c'est que cette série? Je vous promets, ça sera pas long. Quoi de neuf Docteur, du coup, c'est parti de plusieurs choses. Une envie perso de parler de, on va dire, science, même si le mot peut faire peur à certains. Du coup, donc on va dire de parler de physique, de biologie, de mécanique, de sport, voilà, de choses explicables, pragmatiques, on va dire. Voilà, ça sera pas de la philo, quoi. Et le but, c'est de prendre soit des sujets qu'on connaît bien et de les expliquer parce que voilà, ça nous fait plaisir et qu'on a envie d'expliquer des choses et qu'on trouve ça intéressant, soit de prendre des sujets que on ne maîtrise pas et d'essayer de les comprendre ensemble. Voilà. Et le but est de tâtonner au fur et à mesure et de trouver un format qui soit suivable pour vous, compréhensible, intéressant et surtout amusant parce que il y a pas mal de personnes qui ont été rebutées à l'école parce qu'on nous a toujours montré que les sciences étaient quelque chose peut-être de compliqué, qui faisait peur, etc. Et du coup, c'est pas le but. Et je dis nous parce que nous sommes deux, il y a un S à docteur et vous voyez le deuxième docteur, il est là. Dis bonjour. 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 Voilà. Donc le directeur sportif, très timide, qui n'a jamais été en stream à part derrière quand je faisais du sport et que le directeur sportif faisait la lessive. Du coup, on, on va aujourd'hui parler de un sujet intéressant qui prête à pas mal de confusion, qui est du coup qu'est-ce qui compte quand on roule à vélo. Oui, parce qu'on a pris forcément le sujet, le premier sujet, du coup, on se base sur du vélo parce que la communauté chez moi vient du vélo, on va dire, pour l'instant. Donc, on va évidemment prendre des thèmes variés au fur et à mesure, mais là, pour l'instant, on est parti du coup sur le vélo. Et donc, sur le plat, en montée, est-ce que c'est les watts qui comptent, est-ce que c'est les watts par kilo qui comptent, etc. Donc, voilà le sujet du jour et pourquoi, surtout, essayer de comprendre ensemble, parce que une fois qu'on aura compris quelque chose, on n'a pas besoin de l'apprendre par cœur. Et voilà, si on arrive à parler de deux trois trucs intéressants en cours de route, ça serait cool. Du coup, comment procédons-nous? Donc, le B à bas, on va dire, donc la réponse à la question, on va dire que globalement, sur le plat, c'est les watts purs qui comptent. À partir du moment où vous montez une pompe très forte, c'est les watts par kilo qui comptent. À partir du moment en fait où vous prenez plus le vent de face qui vous ralentit, on va dire que c'est les watts par kilo qui montent. Et du coup, toute la variation. Donc au milieu, c'est entre les deux. Et la réponse est plus compliquée. Évidemment, la réponse est aussi plus compliquée sur le plat. Il y a un petit peu d'effet du poids, etc. Je vais illustrer ça au fur et à mesure. Il y a un site qui est très bien fait. Pof pof. Parce que c'est la haute technologie ici. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. Il va falloir que je le partage et que je partage la bonne fenêtre. Donc il faut que je fasse une capture de fenêtre. Que je vous partage ça. Et ça prend directement la bonne. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Donc, le site que je vous montre ici, il s'appelle gribble.org. Il y a l'adresse en haut là. Et il vous donne la réponse numérique, on va dire, à la question que qu'on vient de se poser. Et le but pour nous, du coup, pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas encore jeté les équations. J'ai le directeur sportif à côté qui est là. Quand est-ce qu'on sort les équations? Mais le but pour l'instant, c'est que les gens puissent comprendre juste visuellement ce qui se passe. Donc, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est écrit en anglais, mais bon, alors soit il y aura besoin de traduire, soit on va dire que vous avez un niveau d'anglais suffisant. Donc, si on prend des unités compréhensibles par des êtres humains normaux, c'est-à-dire le système métrique, pardon,
et qu'on prend quelqu'un qui fait 75 kilos, à tout hasard. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait 75 kilos? Moi je pense que oui. Et du coup, si vous prenez une pente de 0%, une pente de 0%, donc c'est-à-dire plat, Comme j'aime bien. voilà, tout plat, donc le profil préféré du directeur sportif à vélo, vous voyez que au départ, donc il y a plusieurs forces en présence, et ce que vous dit ce site, c'est en dessous du graphe, à quelle vitesse vous allez pour un nombre de watts que vous poussez donné, ou vice versa. Genre si vous poussez 32 watts, donc 32,10 watts, alors vous avancerez à 15,08 km/h. Et ce qui est rigolo et ce qui est bien fait, c'est que sur le graphique, il a fait la décomposition des forces avec du coup au-dessus en rouge du coup ce que vous devez pousser, genre à quel point vous devez ce que vous devez compenser en fait. Donc en rouge c'est la puissance que vous devez pousser pour maintenir cette vitesse, et en dessous c'est les forces contre lesquelles vous luttez. Et donc on a deux choses. En violet foncé, c'est la friction de l'air contre lesquelles donc l'air est un fluide très facile à traverser, mais c'est un fluide quand même, et que vous devez traverser. Donc c'est ça qui vous retient un vélo, on va dire, et c'est ça contre lequel vous devez lutter. D'où toute la recherche sur la position aéro et compagnie. Donc là, on se rend bien compte, notamment en soufflerie, que c'est un fluide. Et alors c'est toujours un mauve, mais plus pourri là, plus mauve beige en dessous, plus petit. C'est la force de friction au sol, donc la force de friction de roulement, on va dire, qui se passe au niveau du pneu. Et alors, la force de friction au niveau du pneu dépend du poids du bonhomme. On va voir après pourquoi, parce que moi je m'en rappelais plus. On a fait un test comme ça pour... on avait juste lancé le stream 5 minutes, et je me suis fait déjà engueuler par le directeur sportif qui disait que... en fait, on se comprenait pas parce que pour elle c'était évident, et pour moi je m'en rappelais plus du tout. Mais en gros, du coup, la force de friction au sol, ça dépend du poids. Donc là, si par exemple, vous prenez quelqu'un qui fait 175 kilos, vous allez voir que lui, le vent, donc pour la même surface frontale, donc le mec est aussi aéro que le gars de 75 kilos de tout à l'heure, il doit pas lutter contre... Il doit pas lutter plus contre le vent, il a la même pénétration dans l'air, on va dire, mais par contre, vous voyez que la force de frottement au sol augmente, mais elle reste, on va dire, pour des poids normaux, on va dire pour des poids de cyclistes standards, on va dire que la force de frottement au niveau des pneus est faible par rapport à la friction de l'air contre laquelle vous luttez. En bas, si vous regardez, en fait, vous luttez contre, par exemple, pour rester à 34 km/h, vous luttez contre 175 watts. Pardon, donc il y a une force de 175 watts due à la friction de l'air et 41 watts due à la friction au niveau des pneus. Le directeur valide. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, la force s'exprime en newton, et du coup, c'est la puissance du coup qui s'exprime en watts. J'ai fait peut-être un petit raccourci de langage un peu rapide. Et du coup, on peut faire au début une hypothèse qui est qu'on peut négliger les forces de frottement ici au niveau des pneus, si ça vous va. On va montrer vite fait ce qui se passe quand on grimpe. En fait, quand on grimpe, on rajoute tout simplement une autre force que vous connaissez, la traîtresse, pour moi en tout cas, la pire force, la gravité. Et du coup, voilà, en vert, on voit que du coup, dès que vous êtes à faible vitesse et que vous ne luttez pas contre beaucoup de vent relatif, on va appeler ça, et ben ce
ce contre quoi vous luttez principalement, c'est la gravité. Et donc la gravité qui est tout simplement proportionnelle à votre masse, Avec un coefficient de avec un coefficient proportionnalité proportionnel. C'est ça. qui va dépendre de la pente. Tout à fait. Et techniquement parlant aussi de la distance par rapport au centre de la planète sur laquelle vous vous trouvez, mais bon. Voilà. Ça, pour l'instant, on va négliger. On va dire qu'en haut du Galibier ou en haut de l'Alpe d'Huez, on se pose plus ce genre de questions. Et du coup, effectivement, donc pour une pente donnée, la force est fonction de Du la poids. masse. De la masse. Oui. Les deux, oui. Oui. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que on dit ce qu'on a dit en intro, c'est-à-dire que quand on avance peu vite, et ben tout simplement en montée, votre vitesse va être fonction des watts par kilo, en gros, donc de la puissance que vous êtes capable de pousser en fonction de votre poids, et que sur le plat, on va dire que la vitesse que vous avez dépend purement des watts que vous êtes capable de pousser, parce qu'on néglige du coup la petite partie ici qui dépend du poids du cycliste. Donc ça reste des approximations. Et il y a des termes qu'on néglige, qu'on reviendra sans doute dans d'autres épisodes, qui sont le coefficient de friction dans l'air, la surface du cycliste, donc en fonction de s'il est plus ou moins aéro, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, en tout cas, on néglige. Et ben voilà. Passons au dessin. Je vois le directeur sportif qui fronce les sourcils. Du coup, J'hésitais un peu parce que tu disais que du coup sur le plat, la vitesse que tu peux tenir dépend de la puissance que tu arrives à dégager oui, et qu'on néglige les forces de frottement avec de l'air. Et non, pas du tout. pas du tout. Tu La... négliges, Voilà. tu négliges l'effet, tu négliges le poids, l'aspect poids Ok. du coureur. Donc à surface constante, on va dire. Tu négliges, on dit juste que ça dépend des watts et pas des watts par kilo. On néglige l'effet du poids, parce qu'on si on néglige les forces de frottement au niveau de la roue. Et du coup, on va montrer dans pas très longtemps pourquoi ça c'est comme ça. Tout à fait, c'est ça. Et le pas très longtemps, c'est maintenant. Et le pas très longtemps, paf, paf, attention, transition magique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. On arrive sur un magnifique logiciel de dessin. Hop, je regarde en même temps sur le retour du stream, on est toujours bon. Du coup, si nous prenons tout simplement, du coup, ce qu'on fait en physique, c'est ce qu'on appelle un bilan des forces. Si la surface est plate, comme ça, donc je suis sous contrôle d'huissier, hein, faut savoir, à côté, là, j'ai la surveillance absolue à côté. Donc, nous avons un solide. Voilà, notre cycliste est parfaitement aéro. Et donc, ce qu'on fait au début, c'est un bilan des forces, c'est-à-dire qu'on fait tout simplement la liste des forces qui s'appliquent sur lui. Alors, sur du plat, il y a toujours son poids qui joue, et qui est parfaitement compensé par la réaction normale du sol. Donc du coup, c'est très bien. Il y a le sol qui s'occupe du fait que vous ne vous enfonciez pas dans la route. Donc le poids, il est compensé gratuitement par le fait que vous ayez du bitume. Et ça, c'est beau. Vous avez... Est-ce que je peux changer de couleur? Ça, c'est à Évidemment. cause du principe de l'action et de la réaction. Tout à fait. Si vous poussez sur le sol avec votre poids, le sol va pousser avec une force égale et de force opposée. Tout à fait. Vous avez la force de roulement. Attends, il faut montrer dans quelle direction on bouge. Sinon, il n'y a pas de force Oui. de roulement. Tout à fait. Le cycliste se déplace.
Il y a des choses que j'ai pas précisées d'ailleurs, c'est que... Alors attendez, comment est-ce que j'ai trigger tout à l'heure le changement de couleur là? Ah ça c'est la gomme, bien joué. Du coup, le cycliste se déplace dans ce sens. Et le cycliste se déplace en 2 dimensions. Le cycliste se déplace de manière rectiligne, donc selon une ligne droite, et de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il atteint sa vitesse et il s'évertue juste à maintenir sa vitesse. Donc c'est pour ça, quand vous faites des bilans des forces, il y a toujours cette fameuse phrase dans un référentiel galiléen, le solide étant en mouvement rectiligne uniforme. Voilà, donc tout ce blabla-là, je veux juste dire qu'il va en ligne droite, parce que ça simplifie notre truc, et qu'il est pas en train d'accélérer, pas en train de décélérer, parce que ça simplifie, puissance 25 000, les équations. Donc ça c'est le cycliste avance vers la droite. Donc En physique, on aime toujours simplifier le problème. Et du coup, il y a plein de blagues des physiciens qui parlent des vaches sphériques dans le vide. c'est ça, Ça vient de là. c'est ça. C'est parce qu'on aime simplifier les choses. C'est ça. On simplifie avec des vaches sphériques. Et du coup, la force qui nous intéresse le plus, ou en tout cas on va dire qui a le plus d'impact, en tout cas à grande vitesse, c'est la force de frottement du vent, qui du coup, elle, s'appelle, je sais pas comment Le elle s'appelle. drag force. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous parlez de CDA, c'est CD, coefficient de friction, du coup, drag coefficient, donc CD fois A, l'air. Donc la CDA d'un cycliste, c'est CD, c'est comme ça quoi. C'est indice D, donc ça c'est une constante, fois A, qui est aussi qui est une surface quoi. Voilà, donc quand vous parlez de CDA, c'est CD fois A. Et du coup, le cycliste, vous allez me dire, bah, pour l'instant, il recule là, parce que en haut et en bas, le poids, il se fait compenser par la réaction normale. La force de roulement et la force de friction du vent le font aller vers la gauche. Et bah lui, il a un vecteur qui lui permet de maintenir sa vitesse. Donc il est égal à... Donc ça dépend, on peut un peu... Voilà, je vais le caler là à droite pour l'aller... Allez, on va dire au niveau des roues. Hop, hop. Et sa longueur, c'est à peu près la somme des deux. Oui, moi je le mettrais plutôt dans son centre de gravité. On peut... Sachant que c'est au niveau des roues. Allez, c'est pas grave. C'est bon. Donc F, c'est la force qui doit pousser. Donc F, c'est la force qu'il doit maintenir, en tout cas, pour compenser, du coup, la saleté de vent, la saleté de friction des roues, et c'est tout. Voilà. Et ben voilà. C'est pas si compliqué sur le plat. Donc voilà. Tous ces termes, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais vous connaissez peut-être pas leur valeur ou comment est-ce qu'on les calcule. Et donc c'est en fait assez simple. Donc là maintenant, on va parler en termes de... Alors c'est ce qu'en physique on dit la norme, en gros c'est quelle quantité, genre quelle grandeur ils ont. Alors pour la force de friction, c'est tout simplement une constante K. Alors du coup, tout à fait comme ça. Petit r, toujours roulement. Et fonction aussi de la masse du... D'ailleurs c'est petit m chez nous en France. Petit m, attendez, j'ai un stylo, je vais écrire au stylo. Hop, voilà. Donc c'est K fois m. Et donc ça c'est la force de roulement. Et donc M c'est la force du cycliste. Donc qu'est-ce que je raconte? M c'est la masse du cycliste. Ok, merci, Pardon. ça me rassure. Ouais, c'est parce que je me concentre sur 3 trucs en même temps.
Euh, oui, oui, je me trouverai toujours des excuses. Du coup, F, c'est tout simplement la force que vous appuyez, donc la force que vous produisez. Donc, un Justement, certain nombre de newtons, Hmm. c'est un, cer- c'est une- c'est un certain nombre de newtons que vous devez faire pour maintenir votre vitesse. Et alors, maintenant, le terme intéressant, là, le coefficient de friction de l'air. Lui, La force de friction la avec l'air. force de friction de l'air, merci. Yes. Et alors, elle a plusieurs termes aussi, qui sont une constante, donc, une constante. Les constantes, ça sera toujours K. Donc là, c'est K indice S, multiplié par la fameuse surface frontale du cycliste. Pour l'instant, on va dire qu'ils sont toujours en même position. Et donc, comme dans RGT, vous êtes une sphère RGT, que vous fassiez 50 kg ou 620 kg, vous avez la même aire frontale exposée au vent. Et vous avez, alors ici, V au carré. Alors, qu'est-ce que c'est V? V, c'est la vitesse relative. À quoi? Voilà. Alors, du coup, V, V, c'est la vitesse relative. C'est À quoi? relative à quoi? Relative à tout. Dans le sens où, C'est la vitesse du personnage avec son vélo relative à l'air. Parce qu'ici, on parle de c'est la ça. friction avec l'air. Tout à fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre le bonhomme ou la bonne femme et son vélo et l'air. C'est ça. Et du coup, Et si on écrit ça sous terme de vecteur, on est d'accord? Ça sera plus simple. euh, oui, là, tu peux mettre un vecteur i qui est le vecteur unité Non, bah, pensant. je le voyais comme ça, moi. C'est Comment le. En gros, c'est son déplacement par rapport à la route, plus son déplacement par rapport à l'air. J'ai des bêtises si je fais Ah ça? oui, oui, d'accord. Je pensais que tu parlais de Ok. vecteur de la force. Non, non, vecteur, Parce vecteur, que vecteur. la force, elle, va être du sens exactement opposé à cette vitesse relative. Ça, c'est trop compliqué, je pense. Mais, ok. D'accord. Si vous avez réussi à comprendre ça, vous êtes bien trop en avance sur ce cours. Enfin, c'est pas un cours, mais sur cette discussion. Qu'est-ce que tu as nommé VR et VA? La vitesse du cycliste par rapport à la route D'accord. et la vitesse du cycliste par rapport. Non. Pas du tout. Ça, c'est la vitesse du vent par rapport à la Voilà. route, du coup. Et du coup, pourquoi c'est VA? R. Ah. Donc c'est R par rapport au sol. C'est ça. Et puis l'autre VR, c'est la vitesse du rouleur par rapport au sol. En gros, parce que là, je suis en train de me rendre compte que ça, c'est peut-être un. À l'oral, comme ça, c'est peut-être un chouïa compliqué. En gros, tout simplement, ça, c'est à quelle vitesse vous vous déplacez par rapport à la route. Donc, quand vous voyez 30 km/h sur votre compteur, Hmm. bah, c'est ça. C'est le 30 km/h, là. Bon, même si dans les unités internationales, on utilise le mètre par seconde. Et du coup, ça, c'est la vitesse du vent par rapport au sol. Donc quand vous avez pas de vent, c'est 0. Quand vous avez vent de face, bah du coup, vous déduisez. Pas du tout. Quand tu as vent de face, c'est que le vent va à l'encontre S'ajoute. de toi. C'est ça? C'est ça. Ça te pousse. Ça te- Mais du coup, Non, ça te ça retient. pousse Donc contre ça se toi. rajoute. C'est ça que je veux Tout dire. à fait. Donc Voilà. il se Donc ça rajoute. veut dire que le vent, il va se rajouter à la friction que tu crées dans l'air parce que tu bouges à Et travers l'air. Et c'est complètement logique. Plus vous avez du vent de face, plus la force contre laquelle vous devez lutter est importante. Donc là, on est d'accord. Et quand vous avez vent dans le dos, et ben vous soustrayez tout simplement la vitesse du vent. Bah voilà. Si vous avez 5 km/h de vent de dos, bah, du coup, le V qu'on a dans cette équation-ci, ça sera 25 km/h. C'est aussi simple que ça. Donc un jour sans vent,
On va juste prendre la vitesse du vélo par rapport à la route. Et c'est tout. Et donc, donc même s'il n'y a pas de vent, vous avez toujours une vitesse relative par rapport à la route. D'où le fait que vous devez vous déplacer dans la masse de fluide avoisinante. Qui, elle, n'aime pas vous laisser vous déplacer comme ça gratuitement. C'est ça. L'air a beau être très facile à traverser, il faut toujours pousser un peu pour pousser les particules d'air. Et on observe le pire truc possible. C'est que ce truc, ici, ça augmente au carré. Donc la force contre laquelle vous luttez augmente avec le carré de la vitesse. Du coup, la fonction carré, pour, on va dire, la partie en haut à droite qui nous intéresse, c'est un truc qui augmente comme ça. Enfin, bon, c'est un peu moins abrupt, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est une parabole. C'est la partie droite de la parabole. Je vois pas pourquoi je m'embête à chaque fois à faire les dessins à la souris alors que j'ai un super stylo. Et du coup, ce qui veut dire que si vous doublez votre vitesse, et ben vous quadruplez tout simplement la force de frottement. Et alors, est-ce qu'on montre directement le bilan en termes de puissance comme ça ou ça te... Ah, déjà, il faut rappeler comment est-ce qu'on arrive de puissance à force ou de force à puissance. Alors, il faut rappeler comment on passe. Moi, je peux te dire comment moi je me rappelle toujours des choses. Et ben vas-y. La puissance est égale à la quantité de travail qu'on peut fournir dans une unité de temps. Du travail, toujours du travail. Vous l'appelez comme ça en français, non? Oui. Voilà. En physique. Oui. Non mais parce que du coup, je suis pas sûr que tout le monde ait fait de la physique assez récemment pour se rappeler de ce que c'est le travail Donc il dans faudrait le cadre d'une écrire force. cela pour avoir la référence. Yes. 2 secondes, 2 microsecondes. Je vais prendre une page blanche. Je vais cacher celui-là et je vais rajouter tout simplement capture de fenêtre. Hop. Ok. Ok. Ceci est un stream professionnel. N'oubliez pas de reproduire ça chez vous. Du coup, Je suis vraiment au public facile. yes. Je confirme. Du coup, là je vais Donc pour je vais moi, faire comme les très bons élèves. Je vais regarder sur la copie d'à côté et puis je vais recopier. ça c'est la définition de la puissance. C'est quantité de travail. Alors la puissance, alors attends, c'est parce que P, j'ai pas envie que les gens confondent avec poids. Et donc là, on parle bien de puissance. C'est la J'ai quantité de presque envie travail. Attends. Non. Donc c'est la quantité de travail. Vous l'appelez L. Non, en Roumanie, oui. Nous on l'appelait W, le travail. Si tu veux. Et que vous divisez par le On temps peut pendant l'appeler lequel vous petite fleur, c'est juste une notation. Et du coup, que vous divisez par la quantité de temps pendant lequel... À l'unité de temps. C'est ça. Oui. Pendant lequel a été appliqué Ce travail. ce travail. Tout à fait. Exactement. Et aussi, donc ça c'est pour moi la définition même de la puissance. C'est ça. Sachant que le travail, lui, il est défini comme une force fois une distance sur laquelle on a utilisé en continu cette force. Tout à fait. Et donc si on met ces deux choses ensemble, ça résulte que la puissance est égale à la force fois une distance parcourue divisé par une unité de temps dans laquelle on a parcouru ces distances.
C'est ça, tout à fait. Et du coup, donc tout simplement, je remplace le W au-dessus, là, par ce qu'on vient d'écrire. Donc la force qu'on a appliquée de manière continue. Et du coup, on se retrouve avec aussi donc une force sur toute une distance divisée par toute une durée. Et ça se trouve que là-dedans, on trouve une fraction assez connue, Δx divisé par Δt, donc distance divisée par temps. Ça, c'est une vitesse. C'est ça. Par V égale définition. D sur T. Chez nous, hein. Voilà. Hop, hop. Donc c'est une distance divisée par temps. Donc, ce qui veut dire que la puissance est égale à une force fois une vitesse. C'est ça. Et donc, pour revenir à notre cycliste, ici, on parle bien de la vitesse relative au sol. C'est la distance parcourue par le cycliste dans l'unité de temps. Tout à fait. Peu importe comment on bat le vent ou s'il bat pas du tout. Du coup, est-ce que jusque-là, c'est à peu près compréhensible? Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent en cours de route. Donc là, jusqu'ici, on a juste expliqué, on a juste repris en fait les différents termes. En gros, quand on fait des simplifications sur du plat, voici notre super cycliste cubique à qui on applique des forces. Il est dans un effort linéaire, il doit maintenir sa vitesse. Il y a son poids qui le tire vers le bas. Heureusement, le bitume compense complètement, donc on s'en fiche de ces deux forces qui s'annulent. Il y a les forces de roulement au sol qui sont juste une constante fois sa masse, donc la masse du cycliste plus vélo, etc. Donc voilà. Voilà le terme de la force de frottement au niveau des roues. Il y a la force que le cycliste doit pousser, qu'on va chercher. Et il y a la fameuse force de friction de l'air. De l'air DE et puis l'air AIR. Bah, bref. Du coup, c'est pas Euler, le physicien. Du coup, la force de friction de l'air, c'est une constante fois l'air, donc l'air AIRE exposé au vent du cycliste, la superficie, voilà, en gros, du cycliste, fois la vitesse, donc la vitesse à laquelle le cycliste avance relativement à l'air, justement, qu'il est en train de pousser, au carré. Donc ça, c'est les forces. On a vu juste avant que la puissance, c'est une force fois une vitesse. Et du coup, là, les forces en Newton, ça vous parle pas. Par contre, les puissances, vous en parlez toute la journée sur Intervals, sur tous les Discord, et je vous vois là sur Zwift, sur RGT et compagnie, ça, les puissances, ah ouais, moi je pousse 200 watts. Ça a l'impression, voilà, vous dormez avec. Et dès qu'on vous parle de Newton, ça parle chinois. Mais en fait, il y a juste une conversion toute bête qui est la vitesse, en gros. Il y a une multiplication par la vitesse. De déplacement. Relative. Non. Non, c'est La vrai. vitesse de déplacement, bah, c'est rapport au relatif, sol. mais par rapport au sol. Par rapport au sol, c'est ça. Et donc on va juste effacer. Donc ça c'est bon, ça c'était juste l'explication de tout à l'heure. Et je pense que tu peux rajouter un élément, juste pour compléter cette image. Dans le cas très simple, parce qu'on avait bien dit, on aime les cas simples, s'il n'y a pas de vent et qu'on néglige les forces de frottement à la rotation, comme on avait vu sur le graphique tout à l'heure, elles sont très petites par rapport aux autres. Oui. Alors, la seule force que tu dois battre, donc la force que tu dois dégager pour battre ce qui t'empêche d'avancer, c'est la force de drag, FD, la force de friction avec l'air. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ben, tu peux dire que... Moi, je Attention, elle s'est perdue. Pas du tout. Dans sa Pas propre du tout. explication. Mais tu peux te poser la question si... Vas-y. C'est très facile de se concentrer. On peut se poser la question, bon, à quel point je peux rouler à une vitesse constante et de quoi est-ce que ça va dépendre? Et comment on sait que la puissance égale
force fois vitesse. Ça veut dire que la vitesse, c'est puissance divisée par force. Je veux bien que tu écris. Oui, oui, mais où est-ce que tu vas? Je veux juste. Qu'est-ce que tu es en train de. Je suis en train de Où est-ce que tu dire vas? que tu peux arriver à la formule qui te dit quelle vitesse tu peux dégager et de quoi c'est une fonction. Ah, ok. Donc là, ok, ok, ok. Je comprends ce que tu veux faire. En fait, là, ce que fait le directeur sportif, c'est qu'elle essaye de résoudre si vous poussez telle force, quelle est la vitesse que vous atteindrez ou que vous maintiendrez pour une puissance donnée. Oui. Et du coup, le but, c'est de Mais remplacer surtout, dans les c'est de montrer pourquoi c'est la puissance qui, elle seule, qui va décider de la décider vitesse de que la tu vitesse peux tenir. que vous obtenez à la fin. Ok, 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 ok. Ça me va. Du coup, ça, le mouvement des cyclistes, il va vers la droite. Maintenant, on l'a compris. Je vais l'effacer parce que sinon, c'est un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Yes. Juste. Et donc? Et donc, donc Mais parce que le vitesse, directeur c'est sportif puissance regarde le divisée par retour, mais le retour a un lag de 10 secondes. Du coup, elle attendait que j'efface un truc que j'avais déjà effacé il y a 10 secondes. C'est très facile tout ça. Donc on a dit que si on néglige FR, donc la force de friction en roulement, la force que nous, on doit dégager doit être égale et de sens opposé à la force de friction avec l'air, FD. Oui, alors ça, du coup, on impose que ça, on le néglige, tout simplement parce que, hop, tour de passe-passe, on revient là-dessus. On a vu tout à l'heure que sur un terrain plat, la force de friction au niveau des roues, le petit truc violet-beige en bas, est petit par rapport au violet. Et donc ça, c'est la friction au niveau des roues. Ça, c'est le frottement de l'air. Donc on le néglige, ce qui est horrible. Donc là, ce que je viens de faire, c'est de rayer. On va dire que lui ne compte pas, parce que lui est trop grand par rapport à lui. Plus vous allez vite, plus c'est vrai. Donc l'équation qu'on vient d'écrire, elle est vraie pour Filippo Ganna, pardon. Par contre, elle est peut-être un peu moins vraie pour moi. Genre, à 25 km/h, ce qu'on vient de faire là, le truc qu'on vient de rayer, c'est une horreur. On devrait le garder. T'as vu un peu ces transitions super smooth. Et donc, on a négligé tout ça, tu n'as pas de poids, tu es très très léger. Tout à fait. Donc F, là en fait, ici, c'est le truc en vert. J'aurais dû l'écrire en vert, mais bon, vous avez compris. C'est la force que vous êtes en train de pousser sur votre vélo pour compenser le vent. Donc pour maintenir votre vitesse, vous êtes en train de pousser une puissance P. Et donc la vitesse maintenant devient de la puissance, à qui l'on pousse, divisé par quelque chose qui est égal à la force de friction avec l'air. Tout à fait. Donc Parce à que une du constante. coup, alors je rends ça super évident, hein, peut-être que vous avez compris, mais du coup, les seuls trucs, donc ça on vient de le rayer, ça ils se compensent tous les deux. Donc en fait, pour maintenir votre vitesse, la force que vous devez faire sur votre vélo doit être complètement, exactement, égale à la force de résistance de l'air que vous essayez de traverser. Donc on a F égale FD. Et donc on va simplement remplacer le terme. Donc ce F, ici, c'est mon FD à gauche. Et donc je vais continuer l'équation au-dessus, là, en écrivant que la vitesse qu'on obtient à la fin, c'est tout simplement la puissance que vous êtes en train de pousser. Donc la vitesse que vous obtiendrez ou que vous tiendrez dépend complètement de la puissance que vous êtes en train de pousser. Bon, jusque-là, ça ne doit pas révolutionner votre vie. Et en dessous, du coup, je remplace tout simplement. Donc il y a une constante ici qui s'appelle K. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas? Ça m'embête ça. Attendez, petit problème de stylo. Chômage technique. Voilà. Fois l'air du cycliste. Et de nouveau la même vitesse, un jour sans vent, au carré. On passe ça en haut. Déjà, toutes les vitesses doivent être du même côté. Oui, c'est ça. Donc, Oui. donc la vitesse au cube, parce que du coup on multiplie tout par v carré à gauche et à droite. Hein, du coup, à gauche on obtient
la vitesse au cube égale la puissance divisé par 2 constantes, parce que évidemment on est sur, comme sur RGT, hein, on a simplifié les équations, donc l'air, la surface que vous exposez au vent, elle est constante. Quel que soit le poids, quelle que soit votre puissance, on a dit, hein, c'est une explication évidemment simplifiée. Et donc la vitesse que vous obtenez, c'est une racine. Alors je sais pas si tout le monde a déjà vu ça, ça dépend où vous avez arrêté, mais c'est ce qu'on appelle une racine cubique. Quand c'est carré, on se passe d'écrire le 2, on écrit juste racine. Quand c'est cubique, ben, on écrit le petit 3. Racine cubique de la puissance divisée par une constante. Et c'est là que vous vous rendez compte. Révélation. Sur le plat, pour augmenter, enfin, pour maintenir une vitesse à peine supérieure, quand vous roulez déjà très vite, si vous voulez rouler encore plus vite, la puissance que vous devez fournir augmente avec le cube de la vitesse. Donc le carré, en bas, là, ici à gauche, j'ai une fonction carré, c'est déjà horrible de lutter contre un truc qui augmente au carré. Ici, vous avez la fonction cube. Et la fonction cube, c'est encore pire. C'est un truc... donc ici, c'est puissance 3, là. C'est un truc archi bâtard. Où du coup, si vous voulez... on va dire... allez, si vous voulez doubler votre vitesse, vous devez octupler votre puissance. Donc autant dire que pour s'échapper, typiquement, vaut mieux rester au chaud dans le peloton que de partir tout seul la poire au vent 2 km/h plus vite si ça roule déjà à 50 km/h derrière. Donc ça, c'était... Est-ce que le résultat, cette formule de la vitesse en fonction de la puissance et du reste, te montre aussi qu'il y a la superficie de contact entre toi et l'air, d'affront de l'air si tu veux, qui joue aussi. L'air, yes. Après, je ne sais pas à quel point, de point de vue pratique, tu peux changer la surface de friction entre toi et l'air. Si, la position sur le vélo. En gros, sur un vélo hollandais versus contre la montre où t'es archi écrasé. Et les gens le font d'habitude en descente parce que là, ils peuvent se mettre dans une certaine position et la tenir parce qu'ils ne doivent pas se concentrer à pousser sur le vélo. Mais à plat, je ne sais pas à quel point ils arrivent à changer beaucoup leur position sur le vélo. Si, même en contre-la-montre sur plat, évidemment. Ah ouais. Ils font des tests en soufflerie quand ils font des longs contre-la-montre et tout seul non protégé. Donc t'es tout seul, t'es pas au sein d'un peloton. Ils font des tests en soufflerie pour améliorer leur position. Il y a même plein de règles qui te disent à quel point ton matériel a le droit d'être adapté pour te permettre d'atteindre plus ou moins facilement des positions plus ou moins aérodynamiques. En gros, il y a des règles. Ils ont compris, ils sont pas bêtes, hein, ils ont vu qu'ils avançaient plus vite pour la même puissance s'ils sont par exemple très allongés vers l'avant. Et il y a des règles actuellement qui t'interdisent de mettre tes bras sur le guidon du vélo sans toucher les freins par exemple. Parce que ça les avantageait, mais ils trouvaient ça trop dangereux, parce que du coup, évidemment, si tu touches pas les freins, c'est plus dangereux. Ouais. Un truc, du coup, une conséquence de ce que le directeur sportif vient de dire, c'est que en descente, quand vous allez déjà très vite, si vous alliez à 70 km/h, si vous voulez passer à 75, c'est juste une perte énorme de puissance. Genre, évidemment, ça augmente avec le cube, donc plus la vitesse est haute, plus la puissance à pousser en plus est importante. Et du coup, vaut mieux se racrapoter sur sa machine et faire du super tuck à la Zwift et de baisser sa surface que d'essayer d'augmenter énormément sa puissance. Donc, tout s'explique. Donc, je sais pas à quel point, je me rends pas compte à quel point c'est clair. Surtout si vous rejoignez en cours de route, j'essaye de temps en temps de faire des petits sauts en arrière. En tout cas... pour l'instant, moi je trouve ça rigolo. Et du coup, alors ça j'ai vu, mais ça on va pas en parler maintenant. On va refaire la même chose, mais avec une composante de plus.
Hop, voilà. Attention. Effet spécial, on a tout effacé. Parfait. Et la composante de plus, c'est ça. Du coup, ce qui se passe, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand notre super cycliste cubique attaque l'Alpe d'Huez? Alors, Techniquement, je tiens à préciser parce que ça me dérange depuis le début, tu as montré ton cycliste sans les roues. sans les Et en roues, tout à fait, fait. sans les roues, ça change complètement ton équation. J'aurais très envie de montrer comment. Non. Mais je pense que, voilà, On- on va... En gros, on c'est va pas me laisser. un objet. Le cycliste fait 1 avec son vélo. Ça ne me dérange pas. En Et tant donc, que il a son centre de gravité là. Il se prend des trucs dans la tronche et ça nous suffit pour l'instant. Donc, là, il est même pas dans l'Alpe d'Huez. Il est... Je vais juste dire ça. S'il n'y avait pas des roues, la friction avec le sol compterait énormément. Elle serait bien plus importante souvent que celle avec l'air. C'est pour ça que, en fait, les conclusions seraient complètement différentes. Et le poids ne serait absolument pas négligeable. C'est vrai, Mais puisqu'il y a des roues, ça marche. tout à fait. Parce que pour ceux qui prennent... Juste, petit rappel, du coup... non, enfin, c'est petit flashback pour ceux qui ont pris en cours de route. Du coup, les forces de frottement au niveau du sol, c'est tout simplement proportionnel à la masse du cycliste. Donc, il y a une constante qui fait que c'est tout petit, mais c'est tout petit proportionnel à la masse du cycliste. Donc, quand on n'avance pas très vite et qu'il n'y a pas beaucoup d'air à lutter contre, bah du coup, ça peut faire beaucoup. Bon, bref, ça c'était une mini digression, mais ça c'est le principe de ce stream. Je pense que ça va être digression infinie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors maintenant, il y a la réaction normale. Donc il y a le poids. Bon, le cycliste n'a pas maigri. Enfin si, il a jeté 3 bidons, mais c'est pas assez. Il a toujours un poids, donc il est toujours attiré vers le centre de la Terre. Et après ça, il y a le sol. Sauf que cette fois-ci, c'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que le sol pousse toujours. Alors, très facile avec une souris. Alors, pourquoi j'utilise la souris alors que j'ai... Ça, c'est... Il va falloir que je m'habitue. On a la réaction normale du sol. La réaction normale du sol, sur le plat, c'est très bien. Le bitume vous empêche de couler dans le bitume, et du coup, c'était très bien. Mais, en montagne, c'est dégueulasse, parce que il vous pousse perpendiculaire, et donc ça vous arrange pas complètement. Lui, il fait toujours la même chose. Lui, il t'empêche de t'enfoncer dans le bitume. Mais c'est normal au bitume, donc perpendiculaire au bitume. Exactement. Et du coup, ce que vous allez observer, c'est que il va compenser une partie de ce qui tombe en bas, là, mais pas tout. En fait, il faut commencer par décomposer le poids dans le poids qui Exactement. acte perpendiculairement sur sa surface. Et c'est pour ça qu'on va prendre 2 couleurs. Voilà. Du coup, parce que là, vous voyez bien que de coup, on va vouloir travailler par rapport à la surface. Donc le poids, du coup, c'est comme si on allait complètement ici. Et ensuite, complètement ici. Là. Oups, là. Complètement ici. Bon, bref, les 2 pointes ici sont superposées. Donc le cycliste monte. Hein. Le cycliste va vers la droite, vous avez compris. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est que la partie jaune de la route, comme disait le directeur sportif... Non? Oui? Je bloque un tout petit peu parce que normalement, on veut montrer les forces sur un dessin pour que ce soit vraiment parlant. On veut mettre l'origine du vecteur de la force à peu près là où il acte, Oui. où il se trouve en réalité. Et du coup, quand tu fais la décomposition du poids... Ah oui, tu veux que je commence par l'autre. C'est ça? Si je commence par le vert, ça t'arrange? Parce que le jaune, il va disparaître. C'est pas ça. C'est que je veux que le vert commence aussi au centre de gravité. C'est ça. Pardon, j'ai dit jaune, mais je voulais dire vert. Donc en gros, ce que dit le directeur sportif, c'est qu'elle préfère que je garde lui, parce que lui va rester. Donc en gros, il y a la partie du poids qui l'amène vers l'arrière, plus la partie du poids qui l'amène vers...
Ah, tu fais comme ça. Bon, bref. Ok, bon. C'est une version. C'est pas la mienne. Vert plus jaune, ça vous fait le poids vertical, fil à plomb, qui vous amène vers le centre de la Terre. Le jaune, vous l'avez compris, il est compensé complètement par le bitume. Donc, on est content. Et donc, alors je l'ai dessiné en vert, mais en fait, il devrait être en rouge. Il est horrible. C'est, ça vous embête. C'est la partie du poids qui vous embête. Donc ça, c'est P. Alors oui, voilà. Là, je vais skip. Regarde, c'est Vous allez- très simple. Ça, c'est la pente en degrés. Et du coup, Et tu vois bien que ici, cet angle. ça, c'est si j'étais plat. Et donc, l'angle ici, on va l'appeler alpha, parce que tous les physiciens l'appellent alpha. Je sais pas pourquoi, mais donc on va l'appeler alpha. Le premier angle va être alpha, le deuxième va être bêta, etc. Mais Et il tu y en peux a qu'un. aussi de toute l'appeler façon. petite étoile si tu veux. Donc, si lui c'est alpha, celui-ci. Salut Christophe, ça va? Et du coup, Celui-ci. Donc, ici, tu fais un triangle rectangle. Tu vois? Avec le poids. ouais. Et du coup, ça veut dire que cet angle-là, c'est 90 degrés. Pardon, 90 90 degrés. Ah, c'est Moi- pour Alex. C'est vrai. Oui, parce que elle est pas belge, mais elle a appris le français avec moi. Du coup, du coup 90. Alors 90 degrés ici, 90 degrés, et elle boit de l'Orval. Donc, lui. C'est 90 degrés moins alpha. Du coup, ici, l'angle ici, c'est 90 moins alpha. Ouais, tout à fait. D'accord. Et... Non mais j'allais juste, non mais Oui, zap, on s'en fout de la. Non, mais c'est juste pour dire que tu dois pas connaître ça par cœur. Toi, tu aimes bien montrer ok. que si c'est compris, Ok, tu peux apprendre. ok. Bon, cette partie-là, vous pouvez faire avance rapide. Donc, si lui, c'est 90 moins... Pardon, c'est 90 moins alpha, Non, c'est bon, et les que gens ici comprennent, hein, aussi, t'inquiète. c'est un angle de 90 degrés, c'est Ok. que cet angle-là, c'est exactement égal à alpha. L'angle qui fait 90, c'est entre le vert et le jaune. Voilà. Et comme cet angle, lequel? Celui entre le jaune et le noir. Comme l'angle entre le jaune et le noir fait... Pardon, je ne sais pas ce que Vas-y, tu veux dire. vas-y. Donc, si l'angle entre le vecteur vert et le noir, on a dit que c'est 90 moins alpha, et que l'angle entre le vert et le noir, entre le noir et le jaune ensemble font 90, c'est que l'angle entre le noir et le jaune est exact et égal à alpha. Tout simplement. Celui-ci. Ok, donc on retrouve alpha ici à droite. Exactement. J'aurais pu utiliser des couleurs. Bref. Pas grave. Bon, parce qu'en fait, j'ai Et peur de pourquoi faire est-ce tous les que je petits traits. Parce que... l'embête Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi est-ce que je t'embête avec tous ces angles-là? C'est pour Voilà, c'est parce qu'on les montrer retrouve. que les deux forces, la jaune et la verte, on peut les exprimer en fonction du poids et cet angle alpha. Tout à fait. En utilisant des bases de trigonométrie. C'est de la trigo, mais voilà. Mais on va juste l'écrire, hein, on s'en fiche. Non. Oui, bah, En fait, le seul qui nous intéresse, c'est le vert. Donc on va juste écrire le vert. Voilà. Oui. Et qui du coup, le vert, je vais l'écrire en vert, incroyable. Du coup, le poids restant, entre guillemets, celui qui vous tire vers l'arrière. Le poids en général, vous le savez, c'est la masse du cycliste fois la force gravitationnelle, qui est une constante. l'accélération gravitationnelle. L'accélération gravitationnelle, pardon, c'est pas une force. Oula, ouais, j'avoue. Mais vous fumez, monsieur. Voilà. Et du coup, sinus de alpha. Ouais. Sinus alpha. Voilà. Ce qui serait très évident du dessin si en fait le vecteur vert avait la bonne taille. Oui, mais Oui. c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que on a un poids qui dépend, donc il vous tire. On a une force qui nous tire vers le bas de la pente. On a une résultat. Ouais, voilà, on a une partie du poids
qui n'est pas compensé par la réaction du bitume, qui vous tire complètement dans le sens opposé à là où vous voulez aller. Et du coup, il est fonction de la masse du cycliste et il est fonction de la pente. Sachant que sinus alpha, ça a l'air compliqué, mais en gros c'est un angle, hein, c'est pente à 10 degrés, quoi. Et du coup, sinus alpha, c'est à peu près alpha Quand l'angle est quand très l'angle est petit. très petit. Mais on fait pas du vélo à 45 degrés de pente. Donc, en général, À quand vous montez... 15. Oui, mais quand tu montes à 2, 3, 4, Oui, ok. voilà. À 1-2 degrés, tu peux faire l'approximative. L'approximation sinus de l'angle égale à l'angle. C'est ça. Et donc, les autres trucs n'existent pas ou peu. En gros, il va rester les forces de roulement. Il va rester la force de l'air. Mais heureusement, on a vu que Elle est proportionnelle. comme il est proportionnel au carré de la vitesse à laquelle de mouvement. vous déplacez. Enfin, si, bon bref. Dans l'air. Donc c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc ça veut dire que quand votre vitesse diminue, la force contre laquelle vous luttez diminue au carré. Du coup, en dessous de 17 km/h, on va dire, c'est très précis, c'est de la science exacte. Non mais en gros cette force ne joue quasiment plus. Oh, attends, ça dépend. Là, je vais faire le bémol. Ça dépend de la vitesse du vent. S'il n'y a pas de vent, C'est vrai. effectivement, et que tu n'arrives pas à avancer à 50 km/h en montant, très souvent, cette force va être maintenant beaucoup moins importante que la force liée au poids. Tout à fait. Par contre, si tu as la mauvaise chance d'avoir du vent de face quand tu montes, bah là, ça va compter. Ça va pas du tout être négligeable. Tout à fait. Ouais, yes. Donc là, on a pris un cycliste. On avait dit 75 kg. La forme absolue du cycliste. Qui, du coup... D'ailleurs, c'est bien écrit. Hein, c'est la vitesse relative par rapport au sol. Hein. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc là, il est dans une pente à 10%. Vous voyez que la partie que je viens de négliger de manière barbare, donc la résistance au vent, c'est cette petite force opposée à vous en violet là. Vous voyez que à moins de rouler à plus de 25 km/h dans du 10%, on peut la négliger. Donc moi je la néglige, vous en faites ce que vous voulez, si vous poussez trop fort sur les pédales, vous faites les équations qui vont avec. Moi, je la dégage. Du coup, parce que moi je suis par là, on la voit même plus, le violet n'existe pas. Voilà. Et pareil du coup, l'autre terme qui va se faire dézinguer tout de suite dans une seconde, c'est le roulement au niveau des roues, la force de frottement au niveau des pneus, qui est négligeable. En gros, si vous regardez en bas les chiffres, je sais pas si vous les voyez ou si j'ai coupé. Non, c'est parfait. En gros, pour 225 watts de puissance, pardon, c'est l'équivalent, mais en gros, on va parler en newton, c'est plus simple, après on fera la conversion en puissance. Pour 80 newtons contre lesquels vous devez lutter, liés juste à votre poids, qui vous tire en arrière, il y a 1 newton de vent, ou de résistance à l'air, et 4 newtons de résistance à cause des frottements au sol. Donc là, on s'intéresse purement à la gravité. Voilà. Donc ça me paraît ok de faire cette petite approximation purement rigoureuse et pas du tout parce que ça m'arrange, qui est de dire que ça et ça. En gros, les deux termes là, dans des pentes très fortes, quand vous roulez pas trop vite, ça dégage. Donc voilà. Et on va remettre tout à l'heure. S'il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de vent. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas de vent. Lui peut devenir embêtant parce que c'est la vitesse relative du cycliste par rapport à la masse d'air qui traverse. Donc si la masse d'air vient à lui, pas de bol. Voilà. J'ai fait 2 tentatives dans les Pyrénées du port de l'Arro. Les 2 fois, je sais pas pourquoi, ça devait être un coin dégueulasse pour le vent.
Les 2 fois, il y avait du vent à plus de 90 km/h. Donc, lutter contre P, la partie résultante verte, ça allait. Lutter contre le vent, non. Du coup, j'ai jamais fait jusqu'au bout. La deuxième fois d'ailleurs, mais c'est pour vous dire, hein, en fait, il y a des lacets. Il y a une partie en forêt où c'est à peu près protégé, donc ça va. Après, vous sortez dans une partie découverte où d'ailleurs vous avez des cabanes de chasseurs, hein, de pigeons ramiers, parce que la crête est bien dégagée. Vous prenez le vent pleine poire, et le gars qui descendait s'est cassé la figure, parce que à chaque lacet, le vent change de direction. Et donc il y avait un gars qui descendait en vélo, pleine balle, et au changement dans le lacet, il a fini dans les graviers, et puis il a jamais réussi à redresser sa course. Bon, il est... C'est pas que le vent change de direction. Non, forcément, non, c'est c'est que le vent cycliste par a rapport changé au de cycliste. direction, tout à Ouais. fait. Et du coup, bon, il va bien, le monsieur, mais jamais je voulais monter, parce que jamais je voulais redescendre non plus avec autant de vent. Parce que c'est plein de gravillons en plus, la montée. Du coup, je veux sans doute que je le mette en partant du point du centre de gravité, la force du cycliste qui nous intéresse là, où c'est bon. En gros, le cube n'avancera que si le gars est capable. Donc, de nouveau, hein, on est dans une situation stationnaire où il essaye de maintenir une vitesse et du coup, il ne la maintiendra que s'il arrive à lutter contre ce qui reste de poids. Du coup, il faut que ça soit égal. Et c'est grâce à ces équilibres de force que quand tu es sur le plat, que tu dégages 0 force, c'est pas grave, tu restes là où tu es. Donc tu bouges pas. Par contre, sur une part, si tu dégages 0 force, Tu descends. tu vas aller en arrière. Tout à fait. Parce qu'il y a ce fameux mg sinus alpha qui va te tirer vers le bas de la pente. Tout à fait. D'ailleurs, si tu compenses exactement, tu fais juste du surplace. Exactement. Ce Donc qui est là, très dur à faire. c'est ça. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire... Donc il y a toujours la composante... Non, tu fais. Non, attends. Tu fais du surplace si tu pars de vitesse de 0. Donc pour arriver Ah oui, à pardon. bouger, il faut accélérer d'abord. Et tu C'est ne vas ça. pas avoir un équilibre des forces. Tout à fait. Pour maintenir une vitesse, une fois que tu as une vitesse, C'est ça. il C'est pour suffit maintenir, de dégager cette force tout à fait. pour la maintenir. C'est ça. Donc ça, c'est pour maintenir sa vitesse, tout à fait. Du coup, on se retrouve avec... Alors, comme tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu la super démonstration, elle était magnifique. Attends, est-ce que je l'ai encore Est-ce que je l'ai encore Ouais, je l'ai encore. Et ben voilà, on va juste changer de... Hop, voilà. On a dit que tout à l'heure, la puissance, pour ceux qui... Rattrapage en 10 secondes. La puissance, c'est un travail qu'on fournit sur un intervalle de temps. Le travail lui-même, c'est une force constante qu'on applique sur une distance. Et du coup, quand on réinjecte ça en haut, on se retrouve avec juste la relation que la puissance, c'est une force fois une vitesse. Voilà. Souvent, les gens vont connaître cette formule sans savoir pourquoi, mais en fait, on peut très simplement la déduire à partir des définitions de ces concepts. Souvent, les gens ne vont pas connaître cette formule du tout. les gens ne sont pas des gros geeks. Les gens n'ont pas tous aimé la physique dans leur vie. Donc, voilà. J'ai l'impression que je me fais avoir dans ces... Il y en a qui rêvaient de physique, mais par plaisir. Et il y en a, c'était pas vraiment le but. Du coup, la vitesse que vous avez à voir, ou maintenir plutôt. Du coup, c'est toujours la puissance divisée par la force. C'est toujours, tout à fait, exactement, la puissance divisée par la force, parce qu'on vient de voir juste avant que la puissance était la force fois la vitesse, donc bon. Thomas, je pense que tu n'as pas... J'ai pas changé la scène. Bien vu. Qu'est-ce que c'est bien de streamer à deux. Deux cerveaux au lieu d'un. Donc j'ai juste écrit ça. J'ai juste écrit que la vitesse est égale à P divisé par F. Donc la puissance sur la force. Et donc on remplace. La force, elle est juste au-dessus. Donc on se retrouve avec la puissance que vous devez fournir. Donc elle est là. Donc la vitesse est de nouveau complètement dépendante de la puissance que vous fournissez.
Sauf que du coup, on la divise cette fois-ci par la masse du cycliste fois l'accélération gravitationnelle fois le sinus de l'angle de la pente que vous êtes en train de gravir. Et donc, si l'accélération gravitationnelle, la pente ne dépendent pas du cycliste, la C'est ça. masse, si. Exactement. Donc le seul truc sur lequel vous pouvez bosser à long terme, c'est ça. En gros, plus vous êtes maigre, à puissance équivalente, vous allez aller plus vite. Donc ça, c'est des fameux... C'est pour ça que les gens en côte comparent les watts par kilo. Les watts, ils sont là, c'est la puissance. Les kilos, ils sont là, c'est la masse. Donc du coup, vous pouvez déduire la vitesse d'un cycliste, puisque tout le monde est soumis à la même accélération gravitationnelle, tout le monde est soumis à la même pente. Donc si ça roule lentement, on va dire, et qu'il n'y a pas de vent et compagnie, bref, tout ça, toute simplification égale par ailleurs, on dit que la vitesse se déduit de la puissance divisée par la masse. Voilà, les watts par kilo. Ce que vous remarquez, c'est que si vous doublez votre puissance ici, votre vitesse double. Et ça, c'est magique. Alors que sur le truc que j'ai effacé de tout à l'heure, pour doubler la vitesse, on se rappelle qu'il fallait octupler, donc x8 sur la puissance. Donc les gros rouleurs ne peuvent pas doubler leur vitesse, alors que un grimpeur, s'il accélère, hein, au moment où il accélère, il peut doubler sa vitesse. Bon, il part pas de 45 km/h, hein, il va pas. Mais en gros, une des conséquences de ça, pour ceux qui font des contre-la-montre, c'est que quand vous faites une stratégie de pacing, donc si vous avez un contre-la-montre, je suis en train de faire des dessins avec les mains, alors que j'ai un tableau blanc devant moi. En gros, ici, où est-ce que vous devez pousser si vous faites un contre-la-montre? Et bien tout simplement, vous devez pousser ici. Hop, pourquoi ça t'est fait ça? Vous devez pousser ici. Parce que tous les watts que vous allez pousser dans la pente raide vont être rentables. En gros, la vitesse va être... alors, c'est une vraie pente. Hein, ici, ça monte à 15%. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Hop, hop là, misclic. Et du coup, sur le plat, par contre, vous récupérez, vous êtes, en gros, vous vous mettez bref, un effort que vous pouvez tenir, qui vous permet de pousser à fond ici, récup en descente, et puis vous finissez comme vous pouvez. Mais ça sert, entre guillemets, beaucoup moins de pousser comme un taré sur le plat, parce que vous luttez contre une force qui, du coup, augmente avec le carré de la vitesse. Donc pour chaque kilomètre-heure gagné, en gros, vous devez pousser énormément plus de puissance. Voilà. J'espère que ce stream était à peu près clair. Il y a un article qui est très bien. On va peut-être finir avec l'article qui résume à peu près. Bon, en gros, c'est un résumé de ce qu'on disait, donc... Tu voulais pas montrer ce qui se passe quand tu vas vers le bas de la pente? On fera la descente plus tard. Non. D'accord. Parce que là, c'était un premier essai. Je vais finir avec... Il y a un article. Donc, je disais... Hop. Si cette scène-là n'est pas cet écran-là, c'est lui, tout à fait. Voilà. Hop. Alors, c'est un article qui résume très bien ce qu'on vient de dire. Alors la question c'est, est-ce que c'est lisible sur le stream? Absolument pas, c'est trop petit. Est-ce que si je zoome moi sur ma fenêtre, est-ce que ça zoome sur le retour? La réponse est oui. Et je peux zoomer encore plus. Hop. Et du coup, en gros, hein, ils viennent de nous copier, hein, évidemment. Ils ont pris exactement les mêmes équations. Et là, je suis en train de scroller sur le retour du stream, ça va forcément pas marcher. Du coup,
ils reprennent. Donc les notations, les voilà. En gros, c'est les watts que vous poussez sont perdus par. Donc ça, vous reconnaissez. C'est du coup la force de frottement des roues, en gros, donc une constante pour la masse du cycliste. Et du coup, comme on parle de puissance, donc F fois V, donc ça c'est ici c'est la vitesse, S c'est, ils écrivent quelque part ici, c'est la vitesse du cycliste par rapport à la route. Il y a ici sur le plat, donc le vent, donc c'est une constante fois l'air du cycliste, on l'a vu aussi, fois, alors là il y a une petite subtilité, c'est la vitesse du cycliste par rapport à la route multipliée par la vitesse du cycliste par rapport à la masse d'air qui traverse. Donc là, il n'y a pas de piège non plus, c'est ce qu'on a vu. Et plus le terme de, quand il y a besoin, l'accélération gravitationnelle fois la pente. Alors du coup, ils ont directement fait la simplification. On va dire que sinus de la pente, c'est la pente. Parce que quand la pente est petite, c'est à peu près vrai. Et voilà. Fois la masse du cycliste. Et donc on obtient exactement le... Donc ça, cette équation barbare là, ou qui peut avoir l'air barbare, eh ben c'est ce qu'on vient tout simplement de décomposer pendant ce stream. La seule différence, c'est que pendant le stream, on s'est concentré sur les forces. Et ici, c'est force fois vitesse par rapport au sol. C'est pour ça que vous avez le terme S dans chacun des termes de votre somme. C'est ça. Et du coup, ici, c'est des watts, c'est des puissances. Si vous êtes plus familier avec les puissances, bah, du coup, vous avez des conversions plus évidentes, on va dire, si vous voulez vous amuser à faire des calculs. Et vous avez vu le site Gribble, là, avec le... tout à l'heure, avec les... où est dissipé, en gros, votre... contre quelle force vous luttez, en gros. Ça vient de là, ça vient de ces équations, c'est tout. Du coup, bah, lui aussi, voilà, il dit en dessous de 16 km/h. Donc apparemment, c'est la même limite qui est prise, d'ailleurs, c'est assez rigolo dans RGT, parce que le draft derrière quelqu'un commence à 16-17 km/h. Vous sauvez 1 watt si vous avez quelqu'un devant vous qui vous coupe une partie du vent à 16 km/h dans RGT. Et qu'est-ce que je voulais montrer Ah oui, alors il y avait un truc qui était rigolo. C'était que eux, ils regardaient terme par terme qu'est-ce qui avantageait les différents gabarits de cyclistes. En gros, ils disaient sur le plat, vaut mieux quand même être gros et puissant, parce que certes, donc en gros sur le plat, ce terme-là il dégage, il n'y a pas de pente, I égale 0, donc ce terme-là il dégage, et il vous reste que les frottements liés à la roue et la résistance de l'air. Les frottements liés à la roue, ok, ils dépendent de la masse, mais c'est très petit. Mais c'est très petit, tout à fait, on l'a vu tout à l'heure. Même pour quelqu'un de gros, ça reste négligeable. En tout cas, à niveau professionnel, où il roule à 45, 50, voire plus sur le plat. Ça, c'est d'autant plus petit que les roues sont fines. Oui. Et donc la constante KRA, là, elle dépend des caractéristiques du vélo. Oui, bon, du après, vélo. ça, c'est des... Mais c'est juste pour dire qu'avec les Big Boys, ça va être moins négligeable qu'avec un vélo de route. Oui. Ah oui, les fat boys. Pardon. Les fat boys. Les big boys. Avec les fat boys, tout à fait. Ça sera moins négligeable. Je suis très forte en vélo. Mais pourquoi du coup, on compense. Genre, elle m'explose en physique et du coup, c'est très bien. C'est maître huissier et l'avocat véreux. Du coup, j'essaie de vous arnaquer, mais du coup, elle sera toujours là pour dire non, c'est pas ça, t'as oublié un terme là. Et en gros, tout ça pour en arriver à un truc qui était intéressant, qui était que la puissance d'un rouleur était intéressante parce que son air, sa surface exposée au vent, donc son air AIRE, augmente. En gros, si vous prenez un cycliste et un cycliste plus grand, l'air va avoir tendance à augmenter avec le carré du gabarit
alors que la masse va augmenter avec le cube du gabarit. Et du coup, comme la puissance est à peu près liée à la masse, en gros, les pros ont tous des FTP à 5-6 watts par kilo, voire un peu plus. Donc en gros, si vous augmentez la masse, vous augmentez d'autant la puissance. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que certes, quand tu es très grand, ton air va augmenter, mais ta puissance va augmenter encore plus parce qu'elle va augmenter avec le cube. Et du coup, c'est pour ça que les grands rouleurs, qui arrivent à être quand même aéro, évidemment, hein, le terme A ici, il a une importance, arrivent quand même à défoncer les coureurs plus petits, plus aéros. Parce que la puissance qu'ils arrivent à dégager surcompense la prise au vent du fait qu'ils soient Si des on grands suppose gabarits. qu'il a la même puissance par kilo. C'est ça, bah, c'est ce que je disais. C'est Juste un rappel. Oui, c'est ça. Mhm. En watts par kilo, c'est à peu près proportionnel. Genre, Donc si le bonhomme est plus grand, il va avoir plus de puissance. Juste parce qu'il C'est ça. y a plus de kilos pour faire les watts. c'est ça. Exactement. Et du coup, ce genre de même correspondance ici avec des limitations, dans le sens où, en fonction de votre gabarit, le VO2 max aussi n'est pas complètement proportionnel. Et du coup, donc l'article est intéressant en lui-même. Je le mettrai en description de la vidéo. Maintenant, je vais vous le mettre là en live, ceux qui sont dans le live là. Attendez. Hop. C'est cet article sur lequel je suis actuellement. Et du coup, le site aussi, tout à l'heure où je regardais le site sur lequel je regardais les pertes de puissance en fonction de l'air et de la gravité, etc. C'est celui que je viens de mettre aussi dans le chat. Et ben voilà. Et ben je pense que c'est pas mal. C'est déjà pas mal du coup pour une première session. Et ben vous me direz dans les commentaires du coup s'il y a des gens qui sont encore sur le live à quel point c'était compréhensible et même si vous êtes arrivé, surtout d'ailleurs si vous êtes arrivé en cours de route, à quel point c'était compréhensible. Et puis nous on le refera. Il faut juste qu'on trouve à peu près un format sur lequel ça marche. Donc on prendra toujours des thèmes. Là c'était déjà un peu compliqué, parce que forcément quand vous vous lancez dans des équations, si vous arrivez en cours de route, ça peut sembler un peu ardu. Alors que du coup, je pense qu'il y a aussi des thèmes un peu plus narratifs. Et du coup, ça peut faire un peu moins peur quand vous arrivez sur le stream et qu'il y a déjà et qu'il n'y a pas d'équation. Justement, s'il n'y a pas d'équation écrite sur le stream. Donc, en fonction des sujets, ça sera plus ou moins effrayant, on va dire. Et pour arriver à avoir une interaction aussi, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, si vous avez des reproches à faire, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez l'impression que j'ai dit une connerie, et vous avez le droit de le dire, et du coup c'est parfait d'avoir des fact-checkers dans le chat, c'est un peu le but. Et j'espère que ça vous a intéressé. Le directeur sportif est contente. Moi, j'ai juste envie qu'au bout d'un moment, les gens arrivent à ne pas avoir peur des équations parce qu'en fait, moi, je les trouve extrêmement utiles. Par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais du fait que quand le bonhomme est plus grand, sa superficie va monter avec le carré de sa taille, mais sa force va monter avec le cube de sa taille. Mais ça, c'est quelque chose qui, en équation, devient très, très évident. C'est très simple à montrer. Et ça clarifie la chose beaucoup. Mais il faut juste pas avoir peur de ces équations parce qu'en fait, elles sont là pour nous aider. Ça ne veut pas dire que je vais les imposer tout le temps. Non. Le but, là, c'est comme là tout à l'heure, quand on fait pas par pas et qu'on explique les termes, je pense pas qu'on perde des gens. Après, vous pouvez le dire hein, si ça vous a perdu, pas de souci. Mais le but est un peu de montrer justement d'où ça sort, parce que les gens connaissent les réponses. Le but c'est de prendre un sujet archi connu, genre tout le monde sait que plus tu as des watts par kilo, plus tu vas monter vite dans une montagne. Il y a plein de gens, par contre, qui pensent encore que sur le plat, plus tu pousses des watts par kilo,
plus tu vas rouler vite. Et ça, c'est complètement faux. On a vu au début que c'était complètement lié à la puissance. La masse ne joue pas ou presque pas. Et du coup, ça évitera peut-être à certains de continuer à dire que les watts par kilo, c'est important sur le... Où il n'y a que ça, surtout, qui compte sur le plat. Genre, ou d'être surpris que à watts par kilo équivalent, ils n'arrivent pas à suivre un gars. Bah ouais, mais le gars, il fait 2 fois ta masse, donc... un mec de 50 kg ne peut pas suivre un mec de 100 kg à watts par kilo, à watts par kilo équivalent, donc c'est... Voilà, c'était un peu le but de désacraliser les équations, genre, je sais pas, c'est... Dites-nous si ça vous a plu. Nous, ça nous a plu, donc ça va pas nous stopper. S'il y a des trucs à améliorer, s'il y a des trucs où c'était pas clair, dites-le, comme ça c'est parfait. Nous, on sait aussi quoi bosser. Et puis on vous dit à la prochaine. D'ailleurs, à la prochaine, c'est l'application pratique. C'est-à-dire que demain, Omnium, donc je remonte sur le Home Trainer, 3 courses d'affilée à partir de 19h15. C'est les fameux Omnium organisés par Martial de la Team Foudre. Il n'y a pas beaucoup de monde demain, donc j'espère qu'il y aura quand même un petit groupe pour pouvoir profiter du draft. Parce que, voilà, n'oublie pas que le frottement de l'air s'augmente avec le carré de la vitesse, donc il faut se protéger. Ça marche. Merci d'être passé, Christophe, c'était sympa. Et puis sur YouTube, du coup, n'hésitez pas non plus à... n'hésitez pas non plus à commenter. À la prochaine, bonne soirée, et surtout, restez curieux. Salut, salut. Ciao, ciao.